Plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle édition des rendez-vous santé sécurité. Ça fait déjà 5 ans du coup que on a lancé ces événements avec le partenariat que nous avons avec la DRETS Occitanie et les CCI territoriales. Donc pour cette année 2023, on va vous proposer une série de 9 webinaires. On va d'ailleurs vous présenter le programme de ce premier semestre à la fin de celui-ci. Donc, pour rappel, l'objectif de ces rendez-vous, c'est de vous présenter une thématique en lien avec la santé et sécurité. En général, voilà, il se découpe en plusieurs points. Donc, on a une partie qui est le rappel sur la thématique avec des chiffres clés, la réglementation associée. Ensuite, on vous présente en général une méthodologie, des outils associés en lien avec la prévention sur cette thématique. Dès qu'on a en a la possibilité, on associe une entreprise qui vient nous faire un retour d'expérience sur les actions qu'elle a pu mettre en place chez elle et elle nous présente le bilan de ces dernières. Et puis enfin, il y a toujours, on garde un peu de temps pour échanger avec vous, on vous laisse poser vos questions et nos experts vous répondre. Donc avant de vous présenter le programme de l'ordre du jour, voilà, je tenais à remercier l'ensemble de nos partenaires. Donc, la DRETS Occitanie et l'ensemble des CCI territoriales qui contribuent à la réalisation de ces webinaires. Donc, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet santé-sécurité à la CCI Occitanie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec du coup la CCI du Gers, c'est ma collègue Sarah. Bonjour, Sarah Mathieu, conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce d'industrie du Gers, référente santé sécurité au travail. Donc, pour ce premier rendez-vous, nous avons choisi de vous parler des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, et faire un zoom sur quelle action de prévention en lien avec l'amélioration des conditions de travail. Donc, il y aura 5 parties. Donc, la première, ce sera la définition, bien sûr, des TMS. Ensuite, ben, quel accompagnement peut vous proposer votre service de prévention et de santé au travail. On aura le retour d'expérience d'une entreprise. Ensuite, donc, les aides et les outils mobilisables à votre niveau, et puis un temps d'échange. Donc, aujourd'hui, on a avec nous donc, 2 ingénieurs conseils de la CARSAT Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, donc Armel Marlet et Romain Malgloire. Pour le service de prévention, donc, on a fait intervenir le service de santé local, donc le CSTG 32, donc c'est Mathieu Dalibert qui interviendra. Et puis, Monsieur Calmès, qui est directeur donc, de Mass Helios et de l'IME Terre-d'Envol, qui nous présentera son retour d'expérience. Voilà, donc je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de retrouver le replay sur notre chaîne YouTube. Donc c'est la playlist Rendez-vous Santé Sécurité. L'ensemble des supports vous sera transmis après le webinaire par votre conseiller local. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon webinaire. Et je passe la parole du coup à la CARSAT qui va commencer la première partie. Merci. Donc, je me présente, Ronan Malgoire, depuis peu ingénieur conseil à Midi-Pyrénées, la CARSAT, et j'ai eu l'occasion auparavant de sévir 14 ans à la CARSAT Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, avec ma collègue Armelle Marlet qui se présente aussi. Bonjour, je suis Armelle Marlet, donc je suis ingénieure conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon et je n'ai pas fait comme Ronan, je ne suis pas partie du côté de Toulouse. Donc, je suis référente TMS et je suis aussi responsable formation et je suis avec Ronan, pilote du PRST 4 sur la problématique des TMS. Voilà, c'est parti. Donc, petit rappel sur les CARSAT. Tout le monde connaît la CARSAT plus ou moins avec ses 3 missions. CARSAT, ça veut dire Caisse d'assurance retraite et santé au travail, c'est l'ancienne CRAM. Donc bien sûr, il y a retraite, prévention, autonomie. Beaucoup de débats en cours en ce moment. On a également un volet accompagnement social des personnes fragilisées et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les activités liées à la santé et sécurité au travail. Avec 3 aspects. La réparation, qui est du ressort des caisses primaires d'assurance maladie. La tarification et la prévention qui sont en CARSAT, là pour le coup, avec la tarification, c'est-à-dire calcul, notification des taux de cotisation de chaque établissement, et le volet prévention que nous représentons aujourd'hui avec Armel, tout ce qui aide les entreprises à évaluer les risques et à prévenir
et réduire l'exposition au risque. Donc les TMS, de quoi parle-t-on, Armelle? Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les troubles musculo-squelettiques, hein, ce sont tout d'abord des maladies qui touchent ce qu'on appelle les tendons, les tissus mous, les tendons, les nerfs. Vous avez sur le schéma ici la répartition en termes de nombre de maladies. Majoritairement, on a des pathologies au niveau des mains, des poignets, des doigts. Ce qui est très connu, c'est le syndrome du canal carpien. D'accord? Puis vient ensuite l'épaule, qui est liée souvent à des gestuels où les coudes sont au-dessus du niveau du cœur. Et puis, j'ai mis un point, enfin c'est en vert, mais le bas du dos, les lombalgies, qui représentent 7%, sont des pathologies qui sont particulièrement invalidantes et qui vont souvent conduire à de la désinsertion professionnelle, à des licenciements, souvent pour inaptitude. Donc, ça se traduit pour la personne qui est touchée par des symptômes douloureux, hein, des inflammations, du mal à travailler, de la douleur pendant l'exécution des gestes dans la journée, souvent des périodes de récupération qui sont plus compliquées. Et donc, ça entraîne des réductions des capacités physiques au sein de l'entreprise. Quels sont les facteurs de risque? On n'est pas tous égaux devant la maladie, hein, donc il y a une part de facteurs individuels, l'âge, l'état de santé général, le sexe aussi, hein, les femmes sont souvent plus concernées par les TMS que les hommes, mais l'activité professionnelle joue un rôle prépondérant. Il y a deux facteurs en particulier, c'est les facteurs biomécaniques, c'est-à-dire la façon dont on va utiliser son corps pour réaliser des efforts. On nomme en particulier les gestes répétitifs, particulièrement pour des symptômes type canal carpien ou pathologie du coude, des épicondyliques du coude par exemple. Le travail statique n'est pas favorable non plus, hein, à être assis toute la journée, ça engendre des pathologies. Les efforts excessifs, soulever de poids par exemple, ou travailler les bras tendus, hein, et des positions articulaires extrêmes où on va, par exemple, saisir des objets qui sont loin de soi. Ce genre de choses va créer des pathologies de type troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié à des facteurs psychosociaux, c'est-à-dire que quand on exécute ces gestes dont je viens vous parler, mais en subissant une pression temporelle, en ayant un manque d'autonomie où on vous oblige à faire des gestes selon un rituel trop particulier, avec des difficultés, par exemple, de manque de soutien au sein de l'entreprise ou du travail qui peut être répétitif et monotone. Et à ce moment-là, ça vient aggraver de façon très importante toutes les douleurs qu'on va pouvoir ressentir par rapport à ces gestes. Et selon l'expression consacrée, on en a plein le dos. Voilà, c'est tout à fait représentatif de ce que peut faire un facteur psychologique sur ce type de pathologie. Ronan, donc, je pense que Voilà. c'est toi qui reprends. C'est ça. Donc, les TMS, ce sont des problématiques individuelles, certes, puisqu'elles vont déboucher sur des affections, des invalidités, etc. Et ça, c'est la base. Mais les TMS ont un fort impact sur les entreprises. La performance globale, performance économique, bien sûr, par différentes conséquences. D'abord, la hausse de l'absentéisme. Quand bien même la maladie en question ne serait pas qualifiée comme maladie professionnelle, elle va se traduire par un absentéisme élevé sur le compte de l'assurance maladie. Elle risque d'entraîner un turnover important et donc une désorganisation du travail, de par la pénibilité du poste, par exemple. Il y aura forcément une baisse de la productivité et de la qualité, ou des deux. L'ambiance de travail sera certainement perturbée puisque ce que la personne ne peut pas faire pour capacité physique insuffisante sera compensé par ses collègues plus ou moins facilement. Ça entraînera un mauvais climat social. Et plus généralement, la réputation de l'entreprise va entraîner, ou de l'activité, va entraîner des difficultés à fidéliser les salariés ou à recruter, avec pour corollaire, si le problème n'est pas pris à temps, la hausse des cotisations à TMP, qui aura un impact non négligeable. Alors,
dans toutes ces considérations, il y a bien sûr la problématique des coûts directs, mais il y a également les coûts indirects dont on va parler plus particulièrement tout à l'heure. Donc, pour illustrer un peu, un accident du travail représente en moyenne 2 mois d'arrêt et 2 000 € à peu près de coûts directs. Une maladie professionnelle, c'est un arrêt d'1 an à peu près, avec, en moyenne, hein, bien sûr, avec un coût équivalent de 44 000 €. Donc c'est loin d'être neutre quant aux effets économiques sur le compte employeur. Nous avons à peu près 2 milliards d'euros sur un budget d'environ 12 milliards pour la branche accident du travail maladie professionnelle, spécifiquement consacrée au TMS et au mal de dos. Et ça représente 22 millions de journées de travail perdues, ce qui est considérable, hein, à rapprocher des 18 millions de salariés du régime général, à peu près. Et l'équivalent temps plein représente de l'ordre de 100 000 par rapport aux conséquences du mal de dos, des TMS divers sur l'absentéisme au sein des entreprises. Donc, il y a bien sûr les coûts directs qu'on vient d'évoquer, il y a tous les coûts indirects, évalués à 4 fois les coûts directs par l'Organisation internationale du travail. Si on prend en compte tous les effets induits auxquels on ne pense pas forcément, de prime abord, le coût du traitement de l'incident, le coût administratif, le coût, etc., le coût sur la production, l'impact client et le coût juridique, le cas échéant. Donc en fait, comme pour l'iceberg, il y a les coûts directs, il y a les coûts indirects et grosso modo, on a un coût de 5 pour une prise en compte totale de la maladie, de ses arrêts et de ses conséquences. Alors, pour ça, il est nécessaire d'investir en prévention. Investir en prévention, ça représente 3 volets majeurs. Tout ce qui est technique, bon, c'est l'investissement classique auquel l'on pense, le matériel, l'ergonomie des postes de travail, tout ce qui est EPI, etc. Mais il y a également les mesures organisationnelles, c'est-à-dire toute la réflexion qui doit présider à justement l'aménagement des postes de travail, la mise à disposition de matériel adapté et tout ce qui est réflexion sur la simplification de process, d'évaluation de la charge de travail et de tout ce qui est répartition des tâches, enfin organisation de process au sens large. Et il y a également l'aspect humain qui consiste à l'écouter, l'humain. L'humain souffre. Pourquoi? Donc, comment améliorer l'écoute, le dialogue, le renforcement du collectif et la formation des collaborateurs, les groupes de travail, les équipes pluridisciplinaires, tout ce qui concourt en fait à une meilleure organisation du travail par la prise en compte du travail réel, qui est le point d'orgue en quelque sorte, puisque ces 3 aspects sont indépendants et devraient être menés de concert pour pouvoir mener à des mesures d'amélioration adaptées et efficaces. Donc, plusieurs volets qui sont importants et qui méritent d'être développés et que l'entreprise et notre collègue ergonome vont pouvoir développer tout à l'heure. Alors, quelques chiffres génériques et généraux pour finir. Oui, il est démontré que les mesures de prévention sont rentables, au-delà du coût immédiat, compte tenu de différents aspects retour sur investissement. Donc, on a dit que les coûts indirects représentent 4 fois les coûts directs. Et il a été établi par différentes études, notamment de l'OPPBTP, mais pas uniquement, puisque l'INRS s'est penché sur le sujet aussi, que le rapport bénéfice sur coût est de 2,2, c'est-à-dire que 1 euro investi en prévention peut en rapporter 2 et quelques, et que le plus souvent, le retour sur investissement peut être établi à 3 années et demie, ce qui est assez intéressant si on considère le retour sur investissement considéré comme intéressant par la plupart des entreprises. De surcroît, l'investissement, c'est investir dans l'humain et le collectif, c'est-à-dire tout ce qui est ambiance de travail et tout ce qui est, bon, on pourra en parler plus tard, peut-être un sujet de conférence à venir, mais le bien-être au travail ou la qualité de vie, les conditions de travail. Donc, ces considérations en général montrent que investir, c'est rentable sur le long terme et sur différents facteurs.
et notamment ce qui concerne les coûts indirects qu'on a tendance à oublier d'une manière générale. Donc je cède la parole à nos collègues. Merci du coup pour cette partie introductive. C'était important de rappeler ces chiffres. On va passer sur le volet maintenant accompagnement. Et donc pour cela, on a sollicité donc, un ergonome d'un service de santé. Et voilà, Mathieu, je te laisse présenter. Donc, bonjour à tous. Avant d'aller plus loin sur cette présentation et notamment sur mon intervention que j'ai pu effectuer dans l'établissement Terre d'Envol, il me semblait quand même intéressant de revenir en fait sur les services de santé au travail qui sont devenus, depuis la loi du 2 août 2001, des services de prévention et de santé au travail. Alors, cette réforme, elle a un impact en fait pour vous tous en tant que participants, puisque l'objectif premier de cette réforme, ça a été renforcer la prévention primaire dans les entreprises. La prévention primaire, qu'est-ce que c'est? C'est simplement pouvoir agir en amont pour justement essayer d'améliorer les conditions de travail et éviter que certaines pathologies ou certaines problématiques se développent. Et donc, cette réforme, elle s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, donc la prévention des risques professionnels. Ce qui se passe, en tout cas pour les services de prévention et de santé au travail, donc c'est que il y a des objectifs qui sont donnés à présent, et notamment sur la nécessité pour nos services d'intervenir dans chaque entreprise tous les 4 ans pour effectuer des actions de prévention primaire, ce que je vous disais précédemment. Des évolutions aussi sur le suivi individuel de l'état de santé, puisqu'on a l'introduction des visites de mi-carrière et de fin de carrière. Et le dernier point, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, avec la création, alors peut-être que dans certains services existait déjà, mais de cellules spécifiques dédiées à cette problématique et qui s'articulent notamment autour de 2 axes, donc le maintien de l'emploi et la transition professionnelle. Si on dézoome un petit peu sur donc les services en Occitanie, donc on compte aujourd'hui 17 SPSTI. C'est une tendance qui a tendance à c'est une tendance de fond qui fait qu'on a de moins en moins de services puisqu'on assiste de plus en plus à des fusions. Mais grosso modo, vous devez retrouver au moins un service par département ou des fois un service pour 2 départements. Pour la région Occitanie, ça représente 120 000 adhérents suivis, donc c'est les entreprises ou les établissements publics, l'équivalent de 1,3 million salariés ou agents suivis. Alors, sur l'année 2017, je n'avais pas d'autres chiffres. On a compté 22 000 actions en entreprise, chiffre qui va fortement augmenter les prochaines années du fait de cette évolution réglementaire. Pour le CSTG 32, donc dans le service dans lequel je travaille, tout petit service, peut-être même le plus petit d'Occitanie même, c'est sûr de Midi-Pyrénées, mais d'Occitanie. Donc 3500 adhérents suivis, l'équivalent de 30 000 salariés, donc vraiment, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment tout petit, on est 30 à travailler dans ce service. Chaque service de santé, peut-être que vous le savez, mais dispose d'équipes pluridisciplinaires. Donc, on va retrouver le médecin du travail, évidemment, les IDEST, donc les infirmiers diplômés d'État en santé-travail, et les IPRP. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus justement sur ces IPRP. Et dans les IPRP, donc les intervenants en prévention des risques professionnels, les préventeurs, hein, si on veut simplifier, on retrouve 3 niveaux de prévention. Les assistantes en travail qui ont plutôt tendance à réaliser des fiches entreprises. Alors, si vous n'en avez pas, je vous invite à vous rapprocher de votre service de santé pour qu'il le réalise, parce que ça fait partie de nos obligations. Fiche d'entreprise, grosso modo, c'est un document qui va identifier les risques de vos établissements et qui peut être demandé notamment par la CARSAT et la DRETS. Deuxième niveau de prévention, on a tout ce qui est technicien en prévention. Donc là, c'est des préventeurs généralistes qui vont notamment mener des actions de métrologie, bruit, luxmétrie, mais aussi vous accompagner sur tout ce qui est document unique. Et ensuite, on a le troisième niveau, ce sont les spécialistes, même si j'aime pas trop ce terme, et ça va recouper en fait donc les ingénieurs HSE, chimiques, toxicaux.
donc pour prévenir la prévention du risque chimique, les psychologues du travail et les ergonomes. Et donc, c'est à ce titre que j'ai pu intervenir dans l'établissement. Juste pour terminer, du coup, sur les missions des ergonomes, parce que ça me concerne et donc ça me paraissait intéressant de vous en parler. On a un panel d'intervention qui est assez varié, notamment sur des études de poste, des aménagements. On peut également vous accompagner sur de la conception, donc n'hésitez pas si vous avez des projets à solliciter votre service de prévention de santé au travail qui peut vous accompagner justement dans ce type de démarche. On réalise des diagnostics TMS Action. Là, j'en dis pas beaucoup plus et je laisserai la main à mes collègues de la CARSAT. Et le maintien dans l'emploi, et donc notamment avec la création de ces nouvelles cellules. Comment nous faire intervenir? Tout simplement en sollicitant un des membres de votre équipe pluridisciplinaire, que ce soit médecin, infirmière, IPRP. Nous intervenons toujours quand même avec l'accord du médecin du travail et ces interventions sont généralement, donc l'intervention est généralement comprise dans vos cotisations. Je ne connais pas spécifiquement tous les services d'Occitanie, mais si cette intervention se trouve dans l'offre socle que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il ne devrait pas avoir de surcoût supplémentaire. Donc ça, c'était la petite aparté en lien avec les services de prévention de santé au travail. Et maintenant, place au cas concret. Donc, je vais laisser la parole pour présenter la structure au directeur, Monsieur Cameil. Donc, bonjour, Sébastien Calmeil. Je dirige dans le Gers donc 2 établissements. Une maison d'accueil spécialisée avec un volume de 101 lits et places qui fait essentiellement des maladies neuroévolutives et du polyhandicap. Donc, cette structure-là, donc, a entre 110 et 120 salariés, ETP, pardon, sur l'année. Et donc, l'IME dont on va parler aujourd'hui, qui est un établissement un peu plus petit, qui est un institut d'éducation, médico-éducatif, pardon, 55 lits et places, donc des enfants, avec 65 salariés. Et donc, je vois pas très bien. Donc, on a sensibilisé, on a demandé à la médecine du travail d'intervenir parce qu'on avait un souci sur une partie de la population, donc nos maîtresses de maison. Je vois pas. Excusez-moi, j'ai un problème d'affichage. Donc, oui, alors oui, on reprend pardon la présentation de l'entreprise. Donc, un IME, c'est quoi? C'est un volet éducatif et un volet thérapeutique. Donc, pour des enfants déficients, sévères chez nous et profonds, et des polyhandicapés, le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est globalement 4 millions d'euros, 67 salariés, donc des médecins, tout le paramédical, c'est-à-dire psychomote, ergo, psychologue, une équipe d'entretien, alors technique sur les bâtiments et l'environnement, et puis qui fait partie de notre équipe technique aussi, et d'entretien, c'est les personnes dont on va parler aujourd'hui, c'est les maîtresses de maison, qui sont comme on appelait avant communément des femmes de ménage, mais qui ont aussi une notion de gestion des stocks et d'approvisionnement des unités de soins, et bien évidemment une direction avec son service administratif. Donc, en 2021, on rencontre des difficultés sur le service sur ces personnes-là, donc les maîtresses de maison. Ces difficultés nous sont remontées comment? D'une part par le système déclaratif qu'on a sur établissement dans le cadre de la gestion des risques, qu'on appelle communément des fiches d'événements indésirables, un gros turnover, beaucoup de jours de maladie, et le CSE qui, bien évidemment, nous saisit de cette problématique-là, et quelques difficultés aussi de recrutement. Voilà. Alors, donc cette demande, elle s'est effectuée directement en me contactant parce que c'est vrai qu'on avait un passif avec l'établissement, c'est-à-dire que j'étais déjà intervenu pour d'autres types d'interventions.
Donc, au sujet des maîtresses de maison, comme l'a dit Monsieur Caïmaï, comme je lui ai dit précédemment, cette demande a été validée évidemment par le médecin de secteur qui suit cette entreprise. Et nous avons fait le choix de planifier 3 jours d'intervention dans la structure. Je vais détailler justement en quoi ça consiste. Mais au travers en tout cas d'un entretien collectif, d'une observation de l'activité et d'une restitution. Alors, si on fait le focus sur les maîtresses de maison, en 2022, donc quand a eu lieu cette intervention, on comptait donc 4 salariés sur 4 secteurs différents et avec des tâches diverses. Donc c'est pour ça que le temps d'intervention, 3 jours d'intervention, peut-être que ça peut vous paraître long. Sachez qu'en tout cas, l'ergonome, il va s'adapter en fait à la taille de votre structure. Donc le temps d'intervention peut-être sur une boulangerie, un coiffeur, il sera différent que sur un établissement qui a un peu plus de salariés. Donc ça, c'est vraiment le job de l'ergonome qui peut s'appuyer sur son expertise pour bien définir cette demande et le temps d'intervention nécessaire. Et donc, en fait, on retrouve quand même 3 grandes missions principales, notamment sur l'entretien des locaux, donc les espaces communs, le nettoyage des chambres des enfants et des adolescents. On va retrouver la gestion du linge, qui était identifiée comme problématique, et la gestion des produits. Donc là, c'est tous les consommables. On est sur une unité de vie. L'établissement est ouvert 365 jours sur 365, 24 sur 24, donc il y a quand même une consommation qui est importante. Sur les horaires de travail plutôt classiques, on est de 7h à 15h15. Et donc ça s'articule autour de 3 unités de vie, le polyhandicapé, la déficience intellectuelle, les espaces communs et avec les espaces thérapeutes. La 4e personne, en fait, était plus dédiée le jour des observations sur la gestion du linge et la coordination de l'équipe. Sur le déroulement de l'intervention, donc l'entretien, les objectifs, en tout cas, c'était de définir les problématiques qui pouvaient être identifiées. Donc ça s'est déroulé avec donc les 4 maîtresses de maison qui étaient présentes et 2 membres de l'équipe de direction. Et ça, c'est important parce que ça permet bien de définir en fait cette demande. Et c'est la relation de confiance aussi qu'on a pu tisser au travers de quelques années d'intervention précédentes qui permet d'avoir des échanges fluides, en tout cas avec les salariés, mais aussi l'équipe de direction. Une fois que cette demande a été affinée, il y a 2 jours d'observation qui ont été définis pour objectif donc d'identifier les contraintes physiques et organisationnelles de l'activité. Donc on compte 5 heures d'observation. Donc c'était essentiellement la prise de poste, donc à partir de 7 heures pour les suivre sur une grande partie de la journée. Dernier point qui me semblait essentiel, mais que vous voyez peut-être pas forcément, mais c'est le temps de rédaction. C'est-à-dire que à la suite de ça, il y a quand même toute cette recherche de rédaction, de recherche de solutions qui permettent en fait de transmettre un rapport écrit à l'entreprise pour justement tracer un petit peu toutes les contraintes et les pistes qui pouvaient être mises en place. Justement, sur ces contraintes identifiées, nous avons, enfin, en tout cas, j'ai pu identifier des difficultés de recrutement, alors qui étaient déjà identifiées par la structure, difficultés de recrutement qui, grosso modo, il manquait une personne, le poste était vacant depuis 1 an, et ce qui se passait, c'est que pendant les congés des salariés, il n'y avait pas de possibilité de remplacement, donc la charge de travail augmentait. Et donc, ça faisait augmenter le nombre de tâches et découle de ça, notamment une perte de qualité. Parce qu'ils avaient un manque de temps pour certaines tâches. Et c'est vrai que moi, j'ai pu voir des personnes qui étaient extrêmement professionnelles et des choses qui peuvent paraître anodines pour nous, par exemple des luminaires avec des toiles d'araignée ou les vitres qui étaient pas forcément propres. Elle voyait ça tous les jours. Et en fait, elle n'avait pas le temps de le faire. Et à terme, ça crée de la frustration parce qu'elles avaient l'impression de ne pas faire un travail qualitatif. Et certaines tâches aussi qu'on peut identifier qui étaient faites avant par d'autres salariés d'établissement et qui n'étaient plus faites. Donc ça a augmenté. Tout ça, ça crée en fait une charge de travail qui était importante. La gestion du linge.
Quelques mois auparavant cette intervention, l'établissement a choisi d'externaliser en fait le nettoyage du linge et en passant par un prestataire externe. Et ce qui s'est passé sur les premiers mois, ça a été complètement défaillant, c'est-à-dire qu'on avait, au lieu que ça soit pris en charge complètement par l'établissement, on avait une maîtresse de maison qui devait recompter individuellement l'ensemble du linge, qui devait vérifier la qualité du nettoyage, qui devait vérifier s'il manquait pas des produits ou s'il n'y en avait pas trop. Et donc ça les consacrait 2 ou 3 heures par jour, en plus de ce qui devait être fait. Donc là, je vous montre un petit peu la charge de travail. Le manque de reconnaissance, un autre élément important, de la part des salariés de la structure. Typiquement, autre exemple, les salariés, donc la serpillière vient d'être passée, les salariés qui rentrent, les chaussures pleines de boue, et on traverse comme ça. Ou les chambres qui pouvaient être laissées quand même dans des états assez dégradés. Mais aussi un manque de reconnaissance pour cette coordinatrice qui faisait le rôle de coordinatrice, mais qui n'avait pas de statut reconnu. Et donc, ce qui crée des fois un certain malaise, parce que comment est-ce qu'on peut coordonner sans avoir de la légitimité derrière? Et donc ça, c'était pas forcément évident. Ce qui a pu être identifié aussi, c'était une partie, alors infime, hein, du lavage qui continuait à être nettoyé en interne. Donc ça crée des manutentions, pas mal de postures contraignantes. Et le manque de matériel, donc pareil, hein, des sollicitations biomécaniques, du fait que il y avait des disparitions, c'est-à-dire que, entre guillemets, hein, le matériel, il a besoin d'être stocké sous clé, sinon il a tendance à disparaître. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le lien en fait entre les troubles musculo-squelettiques et un petit peu toutes ces problématiques en lien avec les risques psychosociaux? Mais en fait, c'est extrêmement lié et je pense que l'employeur à côté de moi va rebondir sur ça aussi. Mais si on arrive à agir en fait sur tous ces éléments, on va pouvoir impacter donc les conditions de travail des salariés et du coup aussi le ressenti des utilisateurs. Okay. Donc les préconisations. Sur les préconisations, 3 types de préconisations, donc organisationnelles, humain et technique. Alors, ce qui en ressort, donc ça, c'est moi, mes préconisations, et après, donc l'employeur rebondira sur ce qui a été mené, ce qui n'a pas été mené, qu'est-ce que ça a pu apporter. La reconnaissance statutaire de la coordinatrice. Moi, ça me semblait prioritaire, justement, pour bien définir les tâches, pour bien piloter cette équipe. La redéfinition de certaines tâches, donc pouvant être réalisées par les hommes d'entretien, mais aussi par les éducateurs. Donc ça, c'est mieux répartir une activité. En fait, c'était fait avant, mais il y a eu des glissements de certaines tâches qui ont conduit à des petites dérives. Et l'intervention de la direction dans la réduction des problèmes en lien avec le prestataire du linge. Donc, c'est vrai que quand on voit le tableau et quand il est dressé comme ça peut sembler un peu que l'établissement est un peu déstructuré. Et ce qui est quand même le cas, faut pas oublier qu'on sort des années Covid et que voilà, on a été beaucoup centré sur de l'opérationnel et je dirais une gestion de crise et que voilà, la partie ces glissements de tâches ont eu lieu. Donc, le côté organisationnel, donc effectivement, la première des choses dont Mathieu parlait, c'est la reconnaissance de la coordinatrice. Et je crois que c'est un point très, très important dans ce dossier-là. Pourquoi? Parce qu'il permet pour nous 2 choses. La première, d'avoir un référent sur l'ensemble des maîtresses de maison qui étaient auparavant, plutôt attachées à un service. Là, elles représentent vraiment une unité et un service à part entière, ce qui fait qu'elles ont une reconnaissance dans la valeur de leur travail. Comme le disait Mathieu, et prenez l'exemple de tout à l'heure, on fait le ménage et on passe derrière avec des chaussures. Voilà. Donc, le fait de reconnaître une activité professionnelle et une technicité dans ce qu'elles font permet d'avoir un métier et donc elles sont reconnues dans ce métier-là par les équipes et elles ont, comme je dirais, un éducateur, un infirmier ou un médecin, voix au chapitre dans l'organisation d'un service. Donc ça a été fondamental. Donc la reconnaissance
de la coordinatrice et par conséquent la reconnaissance du service et du métier. Les interventions, ça nous a permis aussi de libérer du temps de direction, puisque cette coordinatrice nous a permis de régler des problèmes avant qu'ils remontent jusqu'à la direction, en tout cas avant que la direction s'en saisisse. Donc un temps pour nous, en tout cas, sur l'organisation du travail de direction qui est vraiment pas conséquent, mais qui est quand même important, parce que ça nous prenait 1 heure par jour à régler des problèmes d'approvisionnement, de linge, de commandes et des choses comme ça. Donc voilà. Pour nous, c'est vraiment le côté organisationnel a été quand même très, très bénéfique, en tout cas, et important dans ces problématiques-là. Pour rebondir un peu sur sur certaines tâches. Sur les glissements de tâches, Mmh. Alors, les glissements de tâches, c'est toujours pareil, hein, la nature ayant horreur du vide. Dès qu'il y avait des choses que les éducateurs n'arrivaient plus à faire parce que concentrés sur, comme je vous le disais, les enfants pendant le Covid, où il a fallu gérer ce qui était touché, ce qui n'était pas, voilà, avec plutôt une prédominance aux soins en tant que tel et la préservation de la santé. On peut être laissé, comme Mathieu l'a montré sur les photos, la chambre dans un état qui n'était pas convenable, en disant les femmes de ménage le feront, alors que l'éducatif chez nous est important et que c'est aux éducateurs d'apprendre aux enfants à ranger la chambre. Donc ça crée ces glissements de tâches-là. Pareil pour les hommes d'entretien qui se déchargeaient un peu sur les maîtresses de maison parce que ils avaient autre chose à faire. Donc le fait de reprendre aussi le métier, le cœur du métier, de l'identifier et de l'affirmer par la direction en tout cas, ça a permis de remettre, je dirais, chaque profession dans leur spécificité et d'avoir un rendu beaucoup plus efficace. Donc, sur les actions de type humain, donc on parle essentiellement de formation, mais c'est aussi l'amélioration de l'attractivité du poste. Ce qui s'est passé, c'est que je vous l'ai dit, hein, depuis 1 an, le poste était vacant. Donc, ça a été de formaliser en fait l'accueil des nouveaux salariés, comment ils sont intégrés à la structure, toutes les informations qu'il faut leur donner, histoire qu'on les catapulte pas en fait sur un poste et qu'ils connaissent pas, parce qu'il n'y a rien de plus déstabilisant. Il y avait aussi une problématique de rémunération. Ce qui passait là, ça ne dépendait pas en fait de l'établissement, mais avec la loi Ségur. On se retrouvait pour un poste identique sur 2 établissements différents avec une différence de salaire de 200-300 €, hein, si je me trompe pas. Malheureusement, l'établissement, en tout cas, ce poste n'était pas dans la loi Ségur. Donc, ce qui se passait, c'est que il n'était pas possible de faire concurrence avec les établissements qui avaient cet avantage, en tout cas. Ensuite, ça a été la sensibilisation du personnel en fait au métier de maîtresse de maison. Donc, c'est vraiment expliquer un petit peu les difficultés qu'elle pouvait avoir, un petit peu un vie ma vie. Si on raccourcit, si on schématise la situation, mais vraiment faire comprendre toutes les difficultés et le ressenti que ces maîtresses de maison pouvaient avoir par rapport à des actions qui pouvaient être menées par le reste du personnel. Typiquement, moi, quand j'ai fait des observations, je me rendais compte des poubelles qui n'est pas trié. Par exemple, sur du linge propre, on retrouvait des couches ou des choses comme ça. Donc ça pouvait être des fois un petit peu dégradant pour les maîtresses de maison. Et ensuite, c'était une formation donc spécifique. Et là, c'était à leur demande, hein, parce que c'est important aussi de faire remonter elles ce qu'elles ressentent. C'est la formation des salariés aux bonnes pratiques à l'utilisation du matériel. Donc, comment adopter les bonnes postures, les bons gestes pour s'économiser le plus possible dans leur activité. Donc, effectivement, comme Mathieu le rappelait, comme je l'ai un peu dit avant, le fait de reconnaître un métier, on reconnaît une spécialité, une technicité et une référence pour nous. C'est-à-dire que au sein des unités, ces personnes-là gèrent les flux, c'est-à-dire que
et gère aussi les pratiques. Si on prend un exemple très concret, le cas du linge, qui est quand même chez nous un poste économique assez important, ben, on identifie un volume de produits, serviettes, bavoirs, pour une semaine, et les éduques les utilisent, voilà. Et donc les utilisent à bon escient sous le contrôle, sous la spécialité, je dirais, des maîtresses de maison. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus avec des serviettes qui servent de serpillière, des serviettes qui servent à essuyer les tables, et on a pu, grâce à ça, mettre en place tout un dispositif qui, économiquement, alors on va parler un peu d'argent, nous a fait gagner 20% de ce qu'on dépensait jusqu'alors dans le linge, que ce soit le linge plat ou le linge, enfin linge plat, drap et linge de lit, ou les serviettes, bavoirs et ces choses-là. Donc c'est une économie très très importante. Sur l'attractivité, donc on est passé on avait un poste vacant, aujourd'hui ce poste n'est plus vacant. Donc on a fait l'étude en 2022 début. On a plus de turnover, l'équipe est fixe depuis un an. Voilà, donc je dirais sur l'aspect humain, là aussi ça a été quelque chose de positif. Donc voilà, et puis j'expliquerai en conclusion. Donc voilà, et après sur les mesures techniques, alors volontairement, comme vous l'avez vu, hein, j'ai présenté d'abord l'organisationnel et le côté humain. Pourquoi? Parce que quand j'interviens en entreprise, ce qui se passe, c'est qu'on pense donc TMS, tout de suite on va me dire les postures contraignantes, la manutention, et qu'est-ce qu'on peut acheter comme matériel pour améliorer ça. Et j'ai voulu appuyer en fait cette intervention, c'est pour ça que je l'ai présenté aussi, parce que ça montre un petit peu ce côté psychosocial qui a un impact majeur en fait dans la prévention des TMS. Mais il faut pas oublier le technique, hein. Et donc, il a été préconisé notamment, j'ai pu identifier des zones, hein, qui pouvaient être fermées avec les maîtresses de maison, parce que c'est elles qui me les ont montrées, pour qu'elles puissent avoir individuellement en fait leur chariot de ménage, et éviter de le trimballer d'une unité à l'autre. C'est le renouvellement du matériel de nettoyage. Donc là, on s'est rendu compte que sur l'autre établissement que j'ai eu la chance de suivre aussi, on avait du matériel plus qualitatif, donc sûrement plus adapté, donc qui pouvait être récupéré, en tout cas racheté ici. La mise en place de patins, donc tout simplement sous les meubles pour éviter les manutentions. Et ensuite, la mise en place d'une machine à laver directement dans les unités de vie. Dans une unité de vie. Ouais. Alors ça, je dirais, je rejoindrai Mathieu là-dessus. On voit ce côté posture, technique, comme je dirais la problématique majeure. Moi, je dirais que c'est la plus simple à régler, en fait. Aujourd'hui, dans quasiment tous les métiers, hein, puisque on a mené aussi ce travail sur un autre établissement, que ce soit sur les maîtresses de maison ou sur les aides-soignantes, notamment pour lever les malades et tout ça. Donc, il y a toujours des éléments techniques aujourd'hui qui permettent d'aider, de soulager. Donc ça, c'est, je dirais, le côté le plus simple, hein. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Voilà, donc ça globalement, dans ce que Mathieu a décrit, tout a été fait, sauf, et ça c'est moi qui m'y suis opposé, la mise en place de machines dans les unités, parce que quand on a externalisé toute la partie nettoyage du linge, ce qu'on voulait, c'était avoir une traçabilité toujours pareil dans la gestion des risques, hein, avoir quelque chose de très tracé sur comment c'est nettoyé, quand c'est nettoyé, à quelle température, quel produit, voilà. Ça, c'est la suite du Covid, donc ça nous a obligés à avoir encore plus de suivi et de traçabilité là-dessus. Voilà, moi, sur la partie technique, j'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être sur la partie, pour vous donner quelques chiffres, hein, donc
en 2021, on avait, comme Mathieu le disait, des soucis de recrutement, donc on n'avait que 4 TP sur l'année qui ont travaillé dans l'établissement. En 2022, on a stabilisé l'effectif, on était à 5 TP sur ce service-là. Et je vous ai parlé du secteur du linge, donc, qui nous a fait économiser 20%, ce qui est quand même assez sympathique. Et on est passé surtout de 236 jours de maladie en 2021 à 26 en 2022. Et sur les 26 de 2022, il y a 14 jours de Covid. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas pour le directeur qui se soucie de la santé et la sécurité de ses salariés et aussi de la santé économique de son entreprise, je pense que c'est un travail bien mené et pour lequel on a des résultats très positifs. Donc Mathieu, donc ça fait 5 ans que je suis arrivé ici, qu'on a racheté avec le groupe Medipol les établissements dans le Gers. Il est intervenu plusieurs fois. Et en fait, moi, en tant que chef d'entreprise, ma position, elle est assez simple, c'est que je vais chercher les compétences, en tout cas celles que je n'ai pas. Et aujourd'hui, l'équipe du CSTG, c'est pour moi des partenaires plus que des empêcheurs de tourner en rond, comme la CARSAT d'ailleurs, puisqu'on a déjà travaillé sur Macelios dans les dispositifs de lève malade avec la CARSAT. Donc voilà, c'était un peu exobo-buto la façon dont on a ici de vivre les choses. Voilà. Alors, juste pour conclure un petit peu cette intervention, donc là, je vous ai remis un petit peu le déroulé. Moi, je voulais juste appuyer sur un point, c'est la présentation en amont des résultats aux salariés. C'est-à-dire que j'ai pu échanger, donc ça, c'est la relation de confiance qu'on a pu avoir. J'ai pu échanger avec les salariés sur les propositions que j'allais faire en fait à l'employeur, parce que ça me semble important d'intégrer les salariés dans cette démarche. Et comme je le dis, tout à l'heure, j'ai dit que les spécialistes dans les services de prévention et de santé au travail, oui, il y a des ergonomes et tout, mais les spécialistes, c'est les salariés, ceux qui connaissent leur métier. Moi, c'est pas en 3 jours que je vais connaître leur métier, que je vais pouvoir améliorer significativement leurs conditions de travail. Donc, je me suis nourri en fait de leur retour et ça me semblait essentiel de pouvoir leur montrer les résultats pour les faire adhérer à ce projet, parce que vous avez bien vu, c'est très organisationnel. Si les salariés n'adhèrent pas à ce projet, on peut se planter totalement sur l'intervention. Donc ça, c'était aussi une force de ce type d'intervention. Et le suivi, on en a fait un retour. Et juste pour conclure pour la partie de l'employeur, les futurs projets dans les années à venir. Alors, on a beaucoup d'ambitions et de gros projets. Donc, alors, vous l'avez vu sur la photo de présentation, que ce soit sur l'IME ou sur la masse, on est sur des établissements, enfin des structures d'établissements qui sont assez anciennes, pour ne pas dire obsolètes. Donc, on a des projets de reconstruction. Bien évidemment, dans ce cadre-là, on fait appel à des gens spécialisés. Donc, on a des architectes pour la partie construction, bâtiment, contrainte. Et aussi, je m'appuie aussi sur les ergonomes de la médecine du travail pour nous accompagner dans tout l'environnement de travail. Alors, j'ai pas attendu la reconstruction des établissements, ou je n'attends pas la reconstruction des établissements, puisque Mathieu est déjà intervenu sur la lingerie à la Macelios, sur l'infirmerie aussi. Donc pour nous, c'est vraiment comment dirais-je, une co-construction. Alors c'est une co-construction sur la volonté qu'on a d'aménager un endroit, sur ce qu'attendent les salariés et sur ce que peut nous apporter Mathieu, en tout cas dans la partie ergonomie, sur l'environnement de travail. Voilà, donc on travaille à trois voies là-dessus. Et c'est vrai qu'on est... c'est intéressant parce que on perd peut-être un peu de temps dans la conception du projet, mais on en gagne beaucoup dans la réalisation.
dans le rendu surtout. C'est-à-dire que sur l'infirmerie ou sur la lingerie, sur ces dossiers-là qu'on a pu mener sur d'autres établissements, quand vous travaillez avec des salariés qui sont satisfaits, je veux dire, ça se répercute sur l'environnement de travail, l'ambiance de travail, et généralement sur les maladies, les absences, et voilà, ces choses-là. Voilà. Merci. Très bien. Merci, messieurs, pour tous ces exemples concrets, comme je l'avais dit, qui ont été après co-construits. Donc, on a eu des chiffres, on a eu des exemples de réalisation. Et comme vous l'avez précisé, ça nécessite de la méthodologie et puis des investissements derrière. Donc, voilà, la CARSAT va vous présenter un dispositif qu'elle accompagne et qu'elle soutient en ce sens sur les TMS. Donc, effectivement, l'assurance maladie a mis en place un outil pour essayer de réduire cette problématique de TMS. Cet outil, ça s'appelle TMS Pro. C'est un outil qui a été mis en place en 2014 et pour lequel on a mené 2 campagnes, une sur 2014-2017 et une qui est en cours là sur 2018-2023 et une nouvelle campagne qui va démarrer en 2024. Donc, c'est un programme national. Non, pardon, pas si vite. Merci beaucoup. C'est un programme national qui a ciblé au niveau national plus de 7500 établissements sur la France, avec sur cette saison actuelle 210 établissements qui sont ciblés en Midi-Pyrénées et 226 en Languedoc-Roussillon. Ces établissements sont ciblés parce qu'ils ont des problématiques particulières au niveau des TMS et ils sont accompagnés par les contrôleurs de sécurité de la CARSAT pour faire une démarche de prévention qui est adossée à un site internet et qui va les guider. Mais ce site est aussi accessible, si vous le souhaitez, pour des établissements volontaires et je vais vous le présenter un petit peu après. Et puis, adossé à cet outil aussi que vous présentera Ronan, ce sont des aides financières. On a bien vu dans la présentation précédente qu'il y avait quand même souvent besoin d'un peu d'investissement pour de la technique. Donc, cet outil, sur la diapo suivante, c'est une démarche en 4 étapes. La première étape, en quoi suis-je concerné, consiste en général à faire prendre conscience aux entreprises de l'impact qu'ont les TMS au sein de leur organisation. Ce qu'on vous a expliqué, c'est-à-dire commencer à regarder le nombre, par exemple les jours d'absence liés à des TMS, essayer de comprendre quels sont les secteurs qui peuvent être les plus touchés, prendre conscience des coûts ou de la désorganisation que ça engendre. Voilà, pour permettre à l'entreprise de dire, bah oui, finalement, peut-être agir au niveau des TMS, c'est important pour moi. La deuxième étape, c'est par où commencer. C'est faire un diagnostic au niveau des postes de travail et de savoir quels sont les postes prioritaires pour lesquels il faut mener des actions. L'action, c'est l'étape 3, comment agir, élaboration d'un plan d'action en pluridisciplinarité, c'est-à-dire absolument avec les gens du terrain qui sont concernés. Monsieur Calmel l'a beaucoup expliqué, la valorisation que ça peut entraîner d'impliquer les gens parce qu'ils sont responsables de leur propre sécurité. Et l'étape 4 est souvent la plus facile, c'est de se dire, voilà, on a agi, on a mis en place des actions techniques, organisationnelles, humaines. Quels sont les résultats? Est-ce qu'on mesure une baisse de l'absentéisme, une baisse de l'impact des TMS par rapport au tableau de bord qu'on a réalisé dans l'étape 1? Donc, c'est une approche extrêmement hiérarchisée qui permet à l'entreprise une démarche très structurée, méthodologique. Et à l'étape 4, on va pouvoir repartir sur l'étape 2 en se disant, voilà, on a réduit les postes les plus importants, 2 ou 3 postes, et maintenant, on va regarder quels sont à nouveau les 2 ou 3 postes qui maintenant sont les plus importants et recommencer à faire tourner la boucle.
Par contre, c'est une étape sur la prochaine diapositive qui nécessite un engagement de votre part. C'est très important et M. Sébastien Calmel a bien montré tout son engagement dans son témoignage. Pour mener une action et réussir, il faut absolument s'engager. Donc, il y a une lettre d'engagement qui est recommandée dans le site TMS Pro, entre l'étape 1 et l'étape 2, ainsi qu'une lettre de cadrage. Et au niveau du site amélie.fr, vous trouvez tous les outils pour vous aider à rédiger ces documents qui vont vous permettre de vous engager. Il y a aussi des actions de formation, j'ai mis un petit logo en bleu, pour amener de la compétence pour le diagnostic des TMS, sachant, comme on l'a vu par l'intervention de Mathieu Dalibar, qu'on peut tout à fait faire appel à des compétences extérieures via un service de santé au travail et ses ergonomes. Et pour vous accompagner aussi sur la diapositive suivante, eh ben, on a construit une offre de formation pour la montée en compétences. Il y a une offre de formation qui concerne le dirigeant pour comprendre les enjeux de ces TMS. Ce qu'on est en train de faire là rapidement, peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail, comment piloter son projet de prévention au sein de son établissement. Il y a à gauche en bleu l'animateur de la démarche, c'est la personne ressource, le chargé de prévention, on peut lui donner différents noms. Ça va être le relais de la direction pour mener le plan d'action et faire avancer les différentes actions et mobiliser les salariés qu'il est nécessaire de former aussi afin qu'ils aient les compétences pour devenir l'acteur de leur propre démarche de prévention. Et ces formations sont disponibles donc, sur les sites CARSAT, soit Midi-Pyrénées, soit Languedoc-Roussillon. Sur Google, on tape CARSAT Midi-Pi formation et vous pouvez avoir accès à ces formations qui sont gratuites pour vous et qui vous aideront à structurer au niveau de votre entreprise pour pouvoir mener cette démarche de prévention des TMS. Bon, Alors, voilà, les aides financières, c'est toi, Ronan, je pense. oui. Voilà, donc plusieurs volets d'action, techniques, organisationnels et humains. Et pour vous aider, les CARSAT ont à votre disposition différents types d'aides. Alors nous avons l'aide TMS diagnostic et formation. Donc je vous laisse prendre connaissance des différents détails, mais il s'agit d'aider l'entreprise à voir plus clair dans les différents facteurs que nous venons d'évoquer: l'organisation du travail, l'organisation des postes, le degré d'adéquation de l'outil de production à la tâche demandée. Et donc, il s'agit ni plus ni moins que d'aider l'entreprise à faire le point avec un diagnostic ergonomique, mais pas uniquement, avec la possibilité de pouvoir faire aussi une formation, parce que la formation est vraiment importante et indispensable pour ne serait-ce que commencer à prendre conscience de la réalité du poste de travail et de l'organisation des process. Donc, cette aide est déterminée spécifiquement pour les entreprises de 1 à 49 salariés. Et elle est destinée, bien sûr, et en priorité, à accompagner les entreprises qui font partie du programme TMS Pro, que ce soit involontaire de leur part ou, en tout cas, on peut ainsi encourager le volontariat, puisque bien sûr, nos cibles prioritaires vont avoir à réaliser, comme cela vient d'être évoqué, les différentes actions, E1, E2, E3, E4, des étapes bien définies, bien structurées. Et cette aide a pour vocation à les aider à faire justement le point de l'étape E1 et E2 pour pouvoir déterminer les priorités d'action. Je Donc, voudrais juste, pardon, Ronan, rajouter quelque chose. Cette démarche, cette aide financière, elle peut être utilisée pour un diagnostic par votre service de santé au travail dans le cas où il serait payant ou faire appel à un cabinet d'ergonomie extérieur. c'est ça. Et sachant que en CARSAT Midi-Pyrénées, nous avons une liste d'ergonomes référencés auxquels les entreprises peuvent faire appel. Cette liste est disponible sur notre site. Donc ça, c'est la première étape, diagnostic et formation.
sachant que pour qu'il soit valable, ce diagnostic doit prendre en compte les données INRS, le D860, qui définit les conditions dans lesquelles un diagnostic doit être proposé, préparé et mené. Est-ce que bien entendu, et ça a été évoqué, il y a une analyse de poste à faire, il y a les salariés à rencontrer et à questionner, il y a tout un ensemble de paramètres qui permettent d'arriver à un bon diagnostic pour que celui-ci débouche sur des solutions adaptées et pérennes. Donc ça, c'est l'aide financière TMS Diagnostic et Formation. Et nous avons ensuite le complément TMS Action. Alors, TMS Action a pour objectif d'aider l'entreprise à franchir le pas dans le cas de financement un peu délicat, vu certaines situations économiques. Et donc, c'est vraiment pour aider à basculer et d'aider vraiment à réaliser un investissement qui, sans l'aide, n'aurait jamais pu être fait. Donc, il s'appuie bien sûr sur la préexistence d'un diagnostic qui aurait été effectué dans les conditions qu'on vient d'évoquer. L'entreprise est bien sûr de moins de 50 salariés. L'aide est plafonnée à 25 000 euros, c'est-à-dire ça représente 50% d'un investissement à 50 000 euros par exemple. C'est un plafond. Et nous avons un plancher à 1 000 euros. Alors, il y a également des formations qui peuvent être prises en compte. Et il s'agit d'aider à transformer durablement des situations de travail avec toute la réflexion préalable que ça implique pour que l'investissement décidé soit celui qui soit le plus approprié au moment où la décision est prise. Donc ça, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, pour être un peu plus précis, mais c'est du cas par cas ensuite, ce ne sont pas des investissements de production. On est bien d'accord qu'il s'agit d'investissements qui ont pour objectif et pour résultat premier d'améliorer les conditions de travail et d'appliquer vraiment un plus dans l'organisation du travail et réduire la pénibilité, réduire les gestes répétitifs, etc. Alors, il peut arriver bien sûr que les investissements productifs aient aussi un effet sur les conditions de travail. Mais c'est important, lorsque le diagnostic est fait et lorsque l'investissement est décidé, de bien prendre en considération le fait que ce qui constitue l'essence du métier, c'est-à-dire l'outil de production indispensable pour effectuer la tâche et pour remplir la fonction de production, et ben qui est vraiment un effet sur les conditions de travail, parce que sinon, l'investissement ne sera pas pris en compte et la demande d'aide sera refusée. Il y a des choses qu'on ne peut faire sans un minimum de disons d'outils de production et nous n'avons pas vocation à remplacer l'outil de production ou à le renouveler et cetera et cetera. Donc c'est important d'avoir bien conscience, de ces nécessités. En ce qui concerne les entreprises d'un effectif de plus de 50 salariés et de moins de 200, nous avons le contrat de prévention. Alors le contrat de prévention, il est destiné à accompagner l'entreprise dans la durée. Je n'ai pas spécifié que la subvention prévention TMS, Diag ou Action, elle se réalise dans l'année. C'est-à-dire que la demande est faite une année, l'investissement est fait durant cette année-là et l'investissement est facturé et payé durant l'année civile en cours. Là, la caractéristique du contrat de prévention, en dehors du fait qu'il s'adresse à des entreprises d'effectifs plus importants, c'est véritablement d'accompagner l'entreprise dans un grand projet de prévention, moins ponctuel que la subvention prévention. Parce que le contrat peut porter sur différents risques, différents thèmes, différents investissements et peut porter sur plusieurs années, jusqu'à 3 ans. Donc le prérequis, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une convention nationale d'objectifs qui est conclue entre les organisations professionnelles et la Caisse nationale d'assurance maladie. Et dans ce cadre-là, qui régit les possibilités de contractualisation, l'entreprise bâtit un projet sur mesure avec le contrôleur de sécurité et peut s'attaquer ainsi à différents risques et peut envisager différents investissements qui seront accompagnés dans la durée. Donc, ça n'existe pas partout, dans tous les domaines d'activité, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent dans certains secteurs comme le BTP, comme le transport, comme les industries agroalimentaires. Donc, les conventions nationales, elles durent 4 ans. Elles sont généralement renouvelées après une période, disons, de bilan pour pouvoir déterminer s'il y a nécessité de les faire évoluer
ou au contraire de les arrêter. Voilà, j'en ai fini sur les aides financières. Et vous avez ici nos coordonnées qui permettront éventuellement de poser des questions plus tard avec des boîtes aux lettres génériques. Très bien, mais merci pour tout ça, c'était très détaillé. Du coup, s'il y a des questions complémentaires, vous avez pu le voir, vous les mettez dans le chat. On va passer du coup à voilà, l'espace discussion avec vos questions. Donc, profitez d'avoir nos experts en direct. Comme vient de le préciser Ronan, en fait, on a laissé quand même les coordonnées pour que vous puissiez les recontacter si besoin. Et également, on va pouvoir, voilà, comme vous l'avez là, on vous a mis l'ensemble des liens utiles pour retrouver ces dispositifs et les coordonnées qui vous ont été précisées. Je profite du coup d'avancer juste le temps que vous posiez vos questions. Sur, comme précisé à l'introduction, donc le programme des rendez-vous sécurité sur ce premier semestre. Du coup, on a calé les dates des prochains. Donc le 27 avril, on va vous parler de prévention des RPS. Ensuite, le 25 mai, pendant la semaine de la prévention routière, on fera un webinaire spécifique sur le risque routier. Et on est en train de finaliser les dates exactes pour le mois de juin et juillet, mais les thématiques sont choisies puisque on va vous parler de qualité de vie, des conditions de travail. Donc le lien sera fait, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, sur le mois de juin. Et logiquement, au mois de juillet, on espère que les textes seront sortis pour vous parler voilà, de tout ce qui est archivage et papripac qui sera rendu obligatoire au 1er juillet. Donc on vous donnera toutes les explications avec voilà, les exigences de la nouvelle loi santé-travail qui devrait arriver sous peu. On vous tiendra informé. Je laisse peut-être Sarah prendre la main parce que dans le cadre de l'agenda, donc en lien avec ces rendez-vous santé-sécurité, la CCI locale du Gers donc, vous prolonge l'aventure sur les TMS et vous allez pouvoir retrouver donc Sarah et Mathieu qui vous proposent un atelier. Voilà, Sarah, je te laisse le présenter. Oui, donc dans le cadre du partenariat avec la DRETS Occitanie, donc la CCI du Gers se propose un atelier animé sur les risques des troubles musculo-squelettiques pardon, excusez-moi, qui sera présenté et animé par les deux ergonomes du service santé au travail, la CSTG 32. Qui sont Mathieu Dalibar et Anne-Charlotte Escafre, le vendredi 14 avril à 9h. Voilà. Vous avez le lien d'inscription sur l'agenda de la CCI du Gers. Ouais, le lien sera également actif dans ce support de présentation. Support, ouais. Et pour en finir avec les agendas, donc l'année dernière, on avait on avait présenté en fait le nouveau plan régional santé-travail, donc la version numéro 4. Donc il y avait certains départements qui n'avaient pas été visités. Donc cette année, on fait le complément en fait, comme ça on aura vu l'ensemble des départements. Donc ça s'inscrit toujours dans le partenariat des CCI et de la DRETS en lien avec ce plan régional santé-travail. Donc, on sera à Cahors le premier rendez-vous le 18 avril. Ensuite, on sera le 23 mai à Mende. On finira le premier semestre le 13 juin à Foix. Et puis, il y aura 2 dates en second semestre, donc le 3 octobre à Rodez. Et on conclura la tournée le 21 novembre à Tarbes. Voilà. Du coup, on passe à l'espace questions. Donc, Sarah, je te laisse reprendre les questions qui nous ont été posées par les internautes. Oui, donc ça concerne les entreprises sous le régime MSA. Donc, ils demandent s'ils peuvent faire appel à la CARSAT pour TMS Pro. Et la même question concernant les entreprises sous le régime MSA, donc pour les visites médicales, est-ce qu'ils peuvent faire appel à la CSTG 32? Donc, je vous laisse répondre. Je vais peut-être déjà répondre pour l'appel à la CARSAT. Donc, la MSA propose une solution qui s'appelle TMSA pour la prise en charge des TMS et pour l'accompagnement sur des actions de prévention.
Donc, vous pouvez utiliser tous les outils qui sont sur l'INRS ou sur le site amélie.fr ou sur le site CARSAT, mais je ne pourrais pas vous prendre dans le site TMS Pro. Et je ne pourrais pas non plus vous faire bénéficier des actions de formation. Tous les outils sont à disposition pour tout le monde, mais je vous invite vraiment à contacter votre correspondant MSA qui a une très très bonne solution et une approche assez ludique d'ailleurs pour la prise en charge des TMS et qui peut être vraiment intéressante. Voilà, pour la question sur la CGSS 32, peut-être Mathieu. Pour le CSTG, malheureusement, non. Parce qu'en fait, on n'est pas du même régime. Donc, nous, pour le CSTG, je pense que c'est pareil pour tous les services de prévention de santé au travail. Donc, c'est vraiment le régime général. Donc, alors, je ne sais pas si vous êtes du Gers, mais je sais que c'est une problématique de médecins, sûrement, de médecins du travail. Une grosse pénurie qui est sur tous les départements. Et donc, du coup, mais aujourd'hui, on ne les prend pas. Je suis désolé. Ensuite, il a été demandé quelle démarche doit engager le salarié pour faire valoir qu'il souffre d'un potentiel TMS? Alors, si j'ai bien compris la question, vous avez donc au sein de votre entreprise un salarié qui souffre de TMS. Donc, la première des choses que je lui conseillerais, c'est de prendre rendez-vous avec son médecin du travail pour pouvoir faire un diagnostic et éventuellement faire mener une intervention qui va le prévenir d'un risque TMS et trouver les solutions afin de réduire son exposition. S'il s'agit d'une volonté de reconnaissance de maladie professionnelle, à ce moment-là, il faut qu'il aille voir son médecin traitant pour faire une demande de maladie professionnelle et écrire à la caisse primaire de laquelle il dépend pour monter son dossier. Mais la première réponse, c'est d'abord qu'il fasse de la prévention pour maintenir sa capacité à travailler, voire faire appel à son service de santé au travail pour mener des actions de maintien dans l'emploi avec un service qui dépend euh, de la médecine du travail. Ensuite, pouvez-vous rappeler comment la CARSAT se coordonne avec la médecine du travail et vers qui l'entreprise doit se tourner pour un salarié en risque de désinsertion professionnelle suite à un TMS? Mathieu, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que je continue? Alors, pour répondre à cette question, ce qui va se passer, et c'est ce que je disais au début de cette présentation, à présent, donc avec cette réforme, tous les services vont disposer d'une cellule de maintien dans l'emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à contacter directement le médecin du travail qui pourra rediriger en fait, vers ce service. En général, il y a un coordinateur dans cette cellule et après fera le lien justement avec l'ensemble des partenaires, que ce soit la CARSAT, que ce soit la Sécu ou que ce soit d'autres partenaires, justement pour aiguiller en fonction de la problématique identifiée. Donc là, vraiment, rapprochez-vous du médecin du travail qui vous suit ou de l'infirmière, parce que c'est vrai que des fois, ça dépend un peu de certains services, mais voilà. Donc, pour compléter, on est complètement coordonné avec la médecine du travail sur toutes ces problématiques, mais votre point d'entrée, c'est plutôt la médecine du travail. Voilà, on n'a plus d'autres questions. Du coup, écoutez, c'est que on vous laisse encore le temps de poser vos dernières questions. Alors, justement, il y en a une qui vient d'arriver. Oui. Et ce que je propose en même temps, c'est qu'on puisse, on vous laisse répondre à cette question, et puis après, on a un questionnaire de satisfaction, comme habituellement. Donc voilà, le temps que si d'autres questions arrivent, on les prendra. Donc, nous avons pour projet d'investir dans l'acquisition d'une nacelle élévatrice dans le but de réduire les contraintes physiques. Nous avons déjà étudié les conditions d'attribution pour TMS Action. Donc, ce n'était pas une question, hein.
Il y a une Excusez-moi. suite. Il y a une suite. Ah, pardon. Oui. Donc, ils disent, devons-nous d'abord passer par TMS Voilà, diagnostic et formation? Oui, bien sûr, c'est ça. pardon. Le principe, c'est que la situation de travail doit faire l'objet d'une analyse suffisamment poussée, telle que celle que Mathieu vous a exposée, par exemple. C'est de prendre en considération l'ensemble du poste, l'organisation du travail, pour pouvoir définir les meilleures solutions possibles. Parce que le travers, c'est de considérer qu'il y a un investissement qui correspond aux besoins, mais de ne pas faire l'étude préalable et de ne pas faire véritablement l'examen d'adéquation, comme on peut dire, entre l'investissement et l'amélioration réellement apportée au poste. Puis ça peut être aussi d'autres aspects, c'est-à-dire que l'investissement doit être considéré sous l'angle aussi des risques supplémentaires qu'il va apporter, sous l'angle de l'amélioration véritable, et vérifier que les changements que ça induit ne sont pas nocifs ou contre-productifs. Donc le principe, c'est vraiment de faire une analyse exhaustive et c'est le but du diagnostic que d'aider à choisir la meilleure solution. Pour compléter cette réponse, vous n'êtes pas obligé de passer d'abord par TMS Pro Diagnostic. Mais pour faire une demande TMS Action, vous devez produire un diagnostic. Ce diagnostic, vous pouvez par exemple le demander à un service de santé au travail et le joindre à votre demande de TMS Action. Par contre, si vous voulez passer par un organisme extérieur ou que la réalisation de ce diagnostic est payant, à ce moment-là, je vous conseille effectivement de passer par TMS Diagnostic pour vous faire payer 70% de la prestation d'ergonomie. Juste pour rebondir par rapport à cette question, parce que j'en fais quand même assez régulièrement, en tout cas, des diags de ce type. Si vous avez possibilité, quand même, essayez pour des questions de coût, hein, essayez de passer par votre service de prévention de santé. Enfin, dans chaque service, vous allez avoir des ergonomes. C'est compris dans vos cotisations, normalement. Je sais que dans le Gers, c'est le cas. J'ai une collègue qui vient de m'écrire, qui nous regardait, qui disait que peut-être ça va passer en payant, mais voilà, normalement, ça reste compris dans vos cotisations. Donc, n'hésitez pas à revenir du coup vers votre service pour vous faire accompagner. On a quand même relativement l'habitude, on connaît un petit peu les exigences de la CARSAT, donc on saura y répondre au mieux. Bon, voilà. Logiquement, le sondage doit être actif dans l'espace conversation. Vous devez pouvoir le retrouver. Il a été activé. Et donc, du coup, il y a 7 questions qui sont très rapides, hein. C'est juste des cases à cocher. Et après, il faut bien envoyer, en fait, aller jusqu'au bout des 7 questions et envoyer vos résultats. Voilà, bah, écoutez, on vous laisse répondre au sondage. Moi, j'en profite du coup pour remercier en fait l'ensemble des participants et des intervenants. Et je vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire, du coup, qui aura trait aux risques psychosociaux. Voilà, merci à tous. On reste ensemble pour le questionnaire de satisfaction. Il y a une autre question, là, je vois. Avez-vous des chiffres sur les